On n'est pas défini par une partie de son corps et encore moins par un sein droit ou un sein gauche. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 3 de Pluriel Singulier, produit par Nideco, la première marque de co-création cosmétique française. Attribut considéré comme le symbole de la féminité, les seins sont l'objet de tous les fantasmes et incarnent la sensualité par excellence. Encore hypersexualisés aujourd'hui, les seins dérangent. Et oui, il semble toujours aussi compliqué de dévoiler sa poitrine, sans risquer d'être affublé d'un tas de noms d'oiseaux. De prude à salope, il semblerait que la profondeur de nos décolletés sera toujours jugée. Et on en tient là une belle paire. Eux sur le plat, gros obus ou poire flétrie, qui pointent et qui tombent trop, avec les seins ça ne va jamais. Standard de beauté, lieu, manière de les montrer. Les injonctions façonnent les comportements et corsettent les libertés de nos nénés. Mais depuis quelques années, on montre nos seins. Ouf, un acte fort pour rompre avec les normes esthétiques, reprendre le contrôle de son corps et s'émanciper des injonctions. Dans cet élan, nous croisons aujourd'hui les regards de Dina et Alexia pour parler de tous les maux de nos poitrines. Bonjour Alexia. Bonjour Alice. Merci d'être avec nous. Tu es la fondatrice de The Téton Tattoo Shop et tu es connue et reconnue pour tes tatouages en 3D de reconstitution mammaire et on avait envie de parler d'intimité et de seins avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous raconter ton parcours et comment tu as ouvert ce salon ? Alors déjà merci de me donner l'opportunité de discuter aujourd'hui. Je suis Alexia Cassard, je suis biologiste de formation. J'ai une formation universitaire dans la biologie et j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer, comme chercheuse. Et je travaillais sur tous les types de cancers, à trouver des nouveaux médicaments, des nouvelles chimiothérapies. Et puis en 2013, j'ai la plus jeune de mes filles qui était alors un petit bébé qui a été touché par une leucémie aiguë. Un type de cancer du sang et donc à travers l'accompagnement de cet épisode de vie auprès de cette petite fille, ça m'a fait un peu changer de façon de voir la manière de prendre soin des personnes atteintes de cancer. Donc ça m'a poussée à une réflexion assez remise en question et donc à l'issue de cette remise en question, j'ai découvert un métier qui avait lieu aux États-Unis, qui était incarné par un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers et qui donc tatouait des mamelons en 3D, donc avec une technique de tatouage particulière qui donnait du coup l'impression du relief de ces mamelons et de leur réalisme absolument désarmant. Et donc j'ai eu envie de, à mon tour, me lancer dans ce projet. Et pour la faire courte, ça a été à peu près 2 années de formation, à la fois avec un maître tatoueur, mais aussi auprès de chirurgiens spécialistes de la reconstruction mammaire. Et puis aussi beaucoup de recherches bibliographiques et scientifiques. Et à l'issue de ces 2 années, j'ai pu ouvrir The Téton Tattoo Shop, qui était à l'époque le premier salon de tatouage 100% dédié à la reconstruction de l'estime de soi après un cancer du sein. Hyper intéressant. Et du coup, hyper dur comme parcours pour commencer tout ça, mais forcément, toi, tu as à la fois ce côté scientifique et à la fois ce côté artistique finalement que tu as voulu mettre au service de cette cause, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, c'est pas du tout antinomique d'être très rigoureux et très scientifique et puis d'avoir ce côté un peu foufou, un peu artiste. Et c'est ce qui m'a permis justement de pas forcément écouter mon cerveau reptilien et de foncer plutôt vers ce projet-là. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui très utile d'avoir ces 2 casquettes. Parce que il y a aujourd'hui pas mal de choses qui se passent autour du monde du tatouage et notamment sur le plan des encres qui font que ce discours-là scientifique, il est essentiel pour pouvoir défendre cette pratique. Pourquoi, selon toi, c'est aussi important d'avoir ces tatouages en 3D pour l'estime de soi ? Tu parles vraiment d'accompagnement des femmes là-dedans, enfin des femmes et tu as aussi des hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
la démarche que tu as derrière ça? Alors en fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le parcours de ces personnes touchées par la maladie, il va passer, par plein d'étapes assez identitaires, de déjà, à travers le diagnostic de la maladie, quand on leur annonce la maladie, il y a quelque chose d'assez, difficile et traumatique, et c'est une maladie qui, bien qu'on la considère comme, un cancer pas méchant, un cancer pas grave, peut dans certains cas effectivement s'assortir de mutilations corporelles et donc d'atteinte de l'image aussi qu'on a dans le miroir parce que à travers soit la chirurgie, soit la radiothérapie, on va avoir le torse qui va souffrir de ces interventions. Mais on a aussi les traitements de chimiothérapie qui vont faire perdre les cheveux, les cils, les sourcils, qui vont aussi modifier le teint, le visage, qui vont modifier aussi du coup l'énergie de la personne. Donc c'est une phase où on a une vraie perte de l'identité et on a aussi un trouble de la personnalité parce qu'en fait on ne se reconnaît plus, on n'a pas forcément une reconnaissance aussi des gens autour de soi et donc cette partie du corps qui manque après la reconstruction du sein, on reconstruit le sein en volume avec la chirurgie à l'aide de prothèses ou à l'aide de lambeaux cutanés. Et bien en fait, ce petit mamelon qui manque à la fin de la reconstruction, c'est vraiment la dernière attache avec cette ancienne personne qu'on a été quand on était dans la maladie, parce que à l'issue de la reconstruction, souvent on a retrouvé ses cheveux, on a retrouvé ses cils, ses sourcils, on a souvent pu aussi retrouver une activité professionnelle. Et bien en fait, cette dernière étape, elle est aussi un frein à se réinsérer dans la société, parce que tant qu'on se sent pas complètement solide et complètement capable de se regarder dans le miroir, on n'a pas forcément envie que les autres vous regardent. Et du coup, dans les personnes que j'ai reçues, beaucoup m'ont raconté que elles avaient du mal à se réinsérer dans la société, dans le milieu professionnel, et puis bien sûr dans la partie purement du conjoint qui souvent est parti. C'est difficile de renouer une relation intime avec quelqu'un si on a une partie de soi qu'on peut pas montrer. Donc cette dernière étape, elle est essentielle pour du coup harmoniser tout ça et permettre de pouvoir se regarder dans le miroir et laisser les autres aussi vous regarder. Plutôt que de parler de reconstruction physique, parce que finalement un tatouage n'a pas de vertu médicale ou thérapeutique pure, ça reste un acte esthétique, bien qu'il y ait une dimension très artistique dans cette démarche. Effectivement, moi je parle de reconstruction de l'estime de soi plutôt que de reconstruction physique, parce qu'effectivement c'est de ça que parle le concept. C'est quand on reconstruit l'estime de soi, derrière on peut aussi reconstruire tout ce qui vous a été enlevé avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie. Et c'est vrai que les personnes qui ont eu des cancers ont une sorte de résilience naturelle qui leur permet vraiment d'encaisser toutes ces étapes-là. À un moment, elles ont besoin de soutien pour pouvoir les dépasser. Et après, cette dernière petite étape, effectivement, beaucoup m'ont fait beaucoup de joie en me racontant qu'elles avaient retrouvé un travail, qu'elles avaient arrêté les anxiolytiques, qu'elles avaient retrouvé un conjoint, qu'elles avaient repris le sport, etc. Et je les ai vues avec plaisir changer et retrouver beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc, c'est vraiment un métier très fondateur pour ça. Et en même temps, tu crées vraiment une relation de confiance parce que les seins, c'est quand même, en tout cas dans la société, le symbole de la féminité par excellence. Et c'est vrai que quand on parle de ça, on te confie finalement quelque chose qui, comme tu dis, quelque chose à vie. Il y a un rapport de confiance qui doit s'installer, un rapport de sincérité aussi dans la démarche, parce que comme tu le dis, elles te racontent leur histoire ou ils te racontent leur histoire. Il y a vraiment un moment de partage qui doit être hyper fort et pas forcément toujours évident à gérer aussi pour toi sur ce que ça entraîne, comme tu le dis, comme responsabilité. Alors en fait, c'est exactement ça. C'est surtout cet aspect que j'ai voulu mettre de manière assez évidente dès la première approche sur le site. C'est de se dire qu'on a effectivement une relation de confiance à nouer par rapport à un résultat qui se veut le plus adapté possible à la situation. Et effectivement, c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions et que je fais cette espèce de screening de départ pour être sûre, comme moi je ne suis pas médecin, que je ne fais pas contre nature, que je ne vais pas contre nature. Parce qu'en fait, il faut savoir que la personne qui a été opérée, qui a subi la radiothérapie, sa peau est très abîmée, les cicatrices peuvent être assez importantes. Il y a aussi tout l'aspect psychologique qu'il faut savoir mener
avec responsabilité et avec humilité aussi, et l'accompagnement. Et donc, il y a aussi la nécessité de toujours s'en référer au corps médical qui, lui, va donner le feu vert pour cette technique. Et après, tout ce qu'on va tisser va être basé aussi sur la qualité de l'échange. Donc, il faut absolument que les personnes qui viennent me voir n'aient pas de problème à partager leur histoire, parce que chaque élément qu'elles vont me raconter va être une pièce du puzzle qui va me conduire à faire un geste le plus adapté possible en fonction de l'intensité des rayons qu'elles ont pu recevoir, des types de traitements qu'elles ont reçus, est-ce qu'il y a eu un accompagnement par un kiné ou pas, est-ce qu'elles ont été aussi accompagnées par l'utilisation de crèmes, etc. Tous ces éléments vont donner une équation à la fin qui va me permettre d'adapter ma technique aussi pour vraiment respecter au maximum les tissus, mais aussi la personne qui est derrière cette peau, pour ne pas faire de fausses promesses, parce qu'on fait pas de la magie. Quand on fait ce type de geste, on peut pas restaurer à l'identique ce que la personne a perdu. J'ai pas pouvoir d'avoir une imprimante 3D et de resynthétiser un mamelon et une aréole tout neuf. Mais en fait, on doit se rapprocher au mieux de leur carnation, de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles attendent. Et en ça, on a besoin aussi d'avoir une écoute active assez importante, parce que il y a des choses qui sont pour elles de l'ordre du complexe aussi, quand leur poitrine ne leur plaisait pas. Souvent, Bien sûr. on est petite fille ou jeune fille avec des complexes liés à sa poitrine. Elle est trop grosse, elle est trop petite, elle est pas comme ci, pas comme ça. Et on doit aussi tout déconstruire quand on va faire ce dernier geste, parce qu'elles ont une poitrine qui ne leur ressemble pas pour la plupart. C'est pas la poitrine qu'elles avaient avant. Par contre, moi, je les aide aussi à accepter cette nouvelle poitrine, parce que c'est celle qui va les accompagner jusqu'au bout de leur vie. Et même s'il y a une dissymétrie, même s'il y a un problème de volume, de taille, etc., avec le tatouage, on va pouvoir corriger un tout petit peu certains aspects. Et puis surtout, quand il n'y a plus du tout de mamelon, parce que parfois on ampute les deux seins, on enlève les deux seins et on reconstruit les deux seins, et là, il n'y a pas de mamelon à recopier. Et bien là, c'est vraiment ce que j'appelais l'open bar téton. On fait ce qu'on veut. Et donc, on a aussi un temps d'échange autour de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles souhaitent. Est-ce qu'elles veulent une aréole large ou petite, un mamelon qui se voit ou qui est pas trop présent? Est-ce qu'on fait les tubercules de Montgomery sur le mamelon, sur l'aréole? Est-ce qu'on fait des couleurs ou des choses particulières? Et donc tout ça, c'est aussi un genre d'atelier d'acceptation de soi, parce que à la fin de la séance, je les emmène devant le miroir et je veux qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de doute sur ce qu'elles voient par rapport à le parcours qu'elles ont fait pour y arriver. Souvent, c'est des femmes qui ont vécu ou des hommes qui ont vécu vraiment des éléments très difficiles et qui ont pris du temps pour faire cette démarche, et parfois des kilomètres, parce que j'ai reçu des gens de toute la planète. J'ai vraiment été très touchée par cet élan de confiance qui a été fait dans The Téton Tattoo Shop. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez magique dans ce moment-là. C'est vraiment d'assister à la renaissance d'un peu de confiance en soi, qui a été souvent effectivement un peu ballotté à travers tout ce long parcours, parce qu'il faut se dire que c'est des parcours qui sont parfois de plusieurs dizaines d'années. J'ai quand même reçu des femmes jusqu'à la plus âgée avec 81 ans. Donc c'est vraiment des dizaines d'années parfois de parcours de reconstruction inachevé, et c'est une grosse responsabilité de finir cette étape. Et c'est pour ça que je me bats aussi pour que ce métier soit enfin encadré, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut le pratiquer. Il y a absolument pas de formation spécifique. Il y a des formations qui se font sur une journée, une demi-journée, parfois jusqu'à 3 semaines, de ce qu'on appelle tatouage reconstructeur, tatouage médical, maquillage permanent, d'aréole, etc. Mais ça correspond pas effectivement à cette démarche-là qui découle du tatouage traditionnel, et qui donc demande déjà d'avoir appris à tatouer auprès d'un maître tatoueur, et pas d'avoir regardé des vidéos YouTube pour faire sa propre formation autodidacte, et qui nécessite aussi un parcours de réflexion sur soi et sur ce qu'on peut apporter aux gens, d'avoir aussi cette humilité de dire voilà, c'est pas juste des ronds de couleurs qu'on pose sur les gens. Il y a beaucoup de compétences aussi à avoir sur la connaissance des couleurs et leur expression dans la peau, parce que pour toutes les personnes qui se font tatouer, on voit bien que les couleurs d'un tatouage ne restent pas identiques à celles du premier jour. Et l'idée, c'est pas de faire un tatouage qui soit beau pour mettre une belle photo sur Instagram le jour J, c'est de faire un tatouage qui va
cicatriser de la manière la plus harmonieuse possible et de prendre en considération énormément de facteurs qui vont faire que le jour J, il sera pas de la même couleur que le sein de l'autre côté, mais que à 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de cicatrisation, il ait pris sa couleur et qu'effectivement à ce moment-là, il est vraiment à vie l'aspect qu'on en attendait. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui peut se faire en quelques minutes, en quelques heures ou en quelques semaines. C'est vraiment des années de formation et puis de travail patient et prudent. Parce qu'effectivement, ces formations longues n'existent pas. Et même si moi, j'ai dû aller aux États-Unis me former à cette technique, j'ai pas appris en quelques jours de présence sur place tout ce qu'il a fallu après développer. Donc, je trouve dangereux qu'on laisse aujourd'hui se développer cette technique sans prémunir les gens qui vont y recourir de tout ce qui peut derrière être presque plus mauvais que le mal en lui-même, c'est-à-dire la déception d'avoir un geste définitif non satisfaisant qui va du coup là pour le coup vraiment impacter l'estime de soi parce que derrière on pourra pas corriger cette insatisfaction. C'est justement ce que tu dis quand tu parles de ces femmes qui sont nées, ou en tout cas qu'il y a une société qui a créé des complexes sur la poitrine, sur les seins, trop gros dans une forme particulière ou trop petits. Enfin, on a toujours un rapport particulier à ces seins. Et là, en fait, on est sur quelque chose qu'on a décidé de faire, enfin en tout cas pour se reconstruire, pour se retrouver. Et si derrière, on est sur un résultat qui n'est pas satisfaisant, finalement, il y a des regrets, il y a de la déception, alors que toi, tu vas chercher au maximum à prendre cette responsabilité et à les accompagner pour que derrière, on crée une forme de nouvelle liberté finalement par rapport à son corps. Exactement, et c'est en ça que le combat est compliqué avec les réseaux sociaux et avec ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui. Il y a un filtre, il y a aujourd'hui une espèce de prisme avec lequel on est obligé de regarder le corps d'autrui. On nous impose des corps normés, hyper fit, très jeune, avec un culte de la jeunesse et puis du corps qui va bien. Et effectivement, quand on s'occupe tous les jours de gens qui ont subi du coup les dommages de la maladie, on voit bien que déjà le corps normal entre guillemets de la plupart de la population n'est pas celui qu'on nous montre. On sait que les femmes en France, elles ont plutôt une taille 42 qu'une taille 34. Donc effectivement, quand on voit, alors ça progresse beaucoup, hein, on voit les campagnes de pub, c'est presque même devenu presque à l'inverse maintenant, presque trop. Mais aujourd'hui, on essaye de montrer les corps dans leur diversité. Et effectivement, on n'est pas éduqué, et pour les gens comme moi d'un certain âge, parce que je peux pas me considérer comme de la première jeunesse, mais voilà, on n'a pas été éduqué avec cette image, avec ces images hyper normatives. Moi, à mon époque, on n'avait pas Instagram, on n'avait bien sûr pas les réseaux sociaux, pas Internet comme aujourd'hui, mais on avait aussi entre nous, voilà, des jugements de valeur dans les vestiaires de sport. On entendait les critiques et au moment où on est en train de se forger son identité à l'adolescence, c'est là qu'il faut être aussi prudent. Il faut très rapidement, et même ça se joue aussi pendant l'enfance, donner confiance en soi aux enfants et leur expliquer que leur corps leur appartient déjà pour éviter toute dérive qui peut être associée à ça, mais de leur dire que leur corps c'est un véhicule, c'est aussi une manière d'avancer dans la vie et que en prendre soin c'est aussi participer au fait de l'aimer et de le respecter et je pense que c'est aussi à la société d'avoir ce regard sur elle-même plutôt que de jeter complètement l'opprobre sur uniquement les médias et les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi aux parents d'avoir cette approche auprès de leurs enfants parce qu'effectivement ce culte du corps il est extrêmement invalidant pour ces jeunes qui sont en construction, quel que soit leur genre et quelle que soit leur identité. Effectivement, se sentir jugé par l'autre ou par soi-même, c'est pas forcément une démarche pour être après bien dans son corps. Donc accompagner les gens à travers des traumatismes qui sont faits à leur corps, c'est aussi devoir prendre en considération tous ces facteurs très personnels dans leur histoire, et c'est pour ça qu'il faut les écouter pour essayer d'amenuiser au mieux qu'on peut les dommages qu'ont pu avoir la maladie. Et puis aussi, il faut reconnaître que ces techniques chirurgicales qui progressent beaucoup aujourd'hui, elles avaient certaines limites il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et qu'effectivement, parfois, la reconstruction n'est pas
aussi belle que ce que les gens pourraient en attendre. Et c'est en ça que le tatouage est un accompagnement aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu associer à ce tatouage du mamelon aussi le tatouage décoratif sur cicatrice de mastectomie. Et parce que parfois le fait d'ajouter un mamelon sur un sein complètement asymétrique par rapport à celui qui reste, ça va augmenter visuellement la symétrie et ça peut engendrer un nouveau complexe et ne pas forcément être considéré comme quelque chose de reconstructeur. Donc parfois, le fait d'utiliser un motif, et moi j'utilise essentiellement les fleurs, ça détourne le regard de la cicatrice ou de la difformité du sein et ça permet d'avoir un regard plus bienveillant sur soi, tout en assortissant aussi une symbolique. Les fleurs, elles ont tout un langage. On a toutes et tous une histoire avec une fleur en particulier ou un bouquet qui nous rappelle quelque chose. On peut utiliser cette symbolique pour du coup venir décorer quelque chose qu'on ne voulait plus regarder et lui redonner aussi du coup une autre histoire et un autre chapitre de la vie. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une forme finalement de réappropriation de son corps. Puisque tu vas accepter tes cicatrices, mais en faire quelque chose de plus beau et de plus positif finalement. Exactement. Et moi, je ne recouvre pas volontairement la totalité des cicatrices pour deux raisons. La première, c'est que pour surveiller un sein qui a été touché par le cancer, il faut qu'il soit visible, il faut que la peau soit visible, il faut que les cicatrices soient accessibles pour une éventuelle reprise chirurgicale, parce que quand on a une reconstruction par prothèse, les prothèses, elles ont une durée de vie. Alors maintenant, elles ont des durées de vie très longues, mais c'est pas exclu qu'on doive les changer. Donc, tatouer la totalité de la cicatrice ne permettrait pas à un chirurgien de réintervenir sans créer une nouvelle cicatrice, et c'est pas l'objet. On est dans un chapitre très important de la vie de ces personnes qui ont subi quand même un gros traumatisme sur leur image, et donc c'est important de pouvoir les accompagner dans ce process de réappropriation, parce qu'effectivement, si on renoue un petit peu déjà l'histoire qu'elles ont eue, et souvent on en discute parce que quand je les reçois, il y a à peu près 45 minutes, 1 heure d'entretien sur où je leur explique la technique, ce que je vais pouvoir faire, ce que je ne peux pas faire aussi. On prend le temps aussi de reprendre leur histoire personnelle, et souvent il y a des choses de l'ordre de l'intime qui remontent effectivement, et elles font aussi référence à des choses de de toute façon j'aimais pas ma poitrine, ou alors j'en étais très fière et je l'aimais beaucoup. Donc il y a aussi un deuil à faire de cette ancienne poitrine, parce que bien évidemment après une chirurgie on récupère pas la poitrine d'avant. Alors dans les bons cas on récupère une poitrine plus esthétique, effectivement, parce qu'on met des prothèses, etc. Mais souvent on récupère pas le sein d'avant naturel et aussi libre qu'avant. Et parfois effectivement il y a une difficulté à se réapproprier ce nouveau corps. Et c'est vrai qu'avec ce processus, on va laisser la part belle, du coup, au fait de partager leur avis, leurs envies. Je prends vraiment le temps d'écouter ce qu'elles ont à me remonter, parce que je pense que c'est vraiment un travail qu'on fait à deux. Et que moi, effectivement, même sur l'instant, j'ai la satisfaction de vouloir faire les choses à ma manière et d'estimer que le travail est bien fait. C'est quand même elles qui vont se regarder dans le miroir tout le reste de leur vie. Voilà, donc souvent elles me disent en fait, comme vous le sentez, c'est vous l'experte. Et je les mets en garde contre ça. Je leur dis non, c'est une responsabilité qu'on doit prendre ensemble, parce que voilà, moi, une fois que vous êtes partis, c'est plus mon, ça sera plus, je ne verrai plus le résultat, et c'est vous qui allez être confrontés à ça tous les jours. Donc j'ai besoin que vous ayez d'ores et déjà vous démarriez ce processus de réappropriation en étant maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Et donc on choisit ensemble les nuances de couleurs, la taille, la forme. Je leur fais vérifier dans le miroir à tout moment, à toutes les étapes qu'on a. Je fais des photos aussi avant-après, c'est hyper important parce que ça permet aussi d'illustrer à la fois mon travail et moi pour communiquer. Évidemment, c'est très important, mais surtout pour elles d'avoir une trace aussi de ce moment. Et puis c'est vraiment un moment d'échange. Et les dernières photos qu'on fait, elles sont un peu plus artistiques, un peu plus personnalisées, un peu plus mises en scène. Et là, je les vois du coup jouer un peu avec l'objectif, quoi. Elles sont plus à l'aise et souvent, c'est vraiment un moment assez touchant d'intimité, parce que l'espace d'un instant, elles vont faire la pin-up
où elles vont du coup accepter du coup de se dévoiler. L'important dans tout ce process, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et c'est vraiment d'être dans un rapport d'humilité face à la personne qu'on a en face de soi, parce qu'elle vient avec un bagage qu'on peut pas lui demander d'oublier en un instant, hein. C'est un process très long, mais on doit aussi l'aider à se décharger d'une partie de la lourdeur de ce bagage, et ça fait partie des échanges qu'on va avoir. En fait, en gros, c'est essayer en toute humilité, d'essayer de lui apporter un soutien, tout en lui expliquant clairement qu'on fait pas de magie et qu'on restaure pas l'état d'avant. Je peux pas revenir à ce que leurs parents leur ont créé comme corps et comme identité, mais je vais faire au mieux pour m'approcher au maximum de quelque chose qui soit le plus naturel possible. L'idée, c'est qu'elles oublient quand elles passent devant le miroir que c'est pas leur téton et que c'est pas leur sein naturel, et qu'au final elles regardent cette partie de leur corps avec le plus de tranquillité possible, comme quand on regarde un lobe d'oreille ou un orteil. Ça fait partie de son corps et on s'attarde pas dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de décomplexer le regard sur cette partie, de décentraliser en fait leur attention de cette partie de leur corps qu'elles peuvent juger imparfaite, parce que elles ont toutes les raisons de la chérir, cette partie de leur corps, parce qu'elles ont traversé avec elles le pire du pire, que cette partie-là de leur corps a failli emporter leur vie, et qu'effectivement ce qui reste et ce qu'on a reconstruit avec le chirurgien, c'est vraiment un travail de duo. Ça doit être quelque chose de précieux et dont il faut prendre soin. Donc il y a après une certaine tendresse qu'elles vont avoir pour cette partie de leur corps reconstruit, et elles vont lui y prendre soin et y prendre attention. Et dans les soins post-tatouage que je leur demande de faire, c'est volontaire aussi. C'est des soins 2 fois par jour. Elles vont devoir inspecter leur peau, bien nettoyer la peau, bien la masser avec des produits de cicatrisation spécifiques. Et tout ça va participer aussi au résultat de la fin, parce qu'une peau qui va être bien hydratée, bien entretenue, elle va beaucoup mieux cicatriser et elle va avoir un meilleur résultat à la fin. Et puis, il faudra protéger du soleil, etc. Donc, il y a comme un nouveau rituel qui se met en place aussi, et qui fait que du coup, elles vont se réapproprier bien mieux cette partie de leur corps que si on les avait laissées sans cette dernière petite cerise sur le gâteau. C'est vraiment cette volonté de chérir au maximum ses seins, déjà que de base, avant même la maladie, c'est pas forcément ce que nous racontait la société. Là, c'est vraiment faire en sorte qu'elle se le réapproprie, qu'elle s'aime à nouveau finalement sur cette partie-là du Oui, corps. il y a vraiment ce culte du « j'ai traversé quelque chose de dur, tout ce qui me tue pas me rend plus fort ». Au final, j'ai le droit d'être fière de cette partie de moi, parce qu'elle fait partie de moi intégralement, même si elle n'est pas intégralement à moi. Effectivement, ça reste un tatouage, ça reste quelque chose d'appliqué sur moi, mais avec ça, je me sens capable à nouveau d'avancer et de profiter de mon statut et de mon identité à plein, parce que on n'est pas défini par une partie de son corps, et encore moins par un sein droit ou un sein gauche. Et c'est quand même cruel que la société ait cette injonction-là, alors même qu'elle censure les mamelons féminins et que on ne doit pas les voir. Voilà, donc il faut pas les voir, il faut pas les montrer, mais si on n'en a pas, on n'est pas un être humain, quoi. Donc il y a quand même cette espèce de dualité malsaine contre laquelle on s'inscrit en faux depuis pas mal d'années. Oui, c'est vraiment cachez-moi ce sein, mais surtout ayez bien des très beaux seins à me montrer si je veux les voir. Voilà, on peut montrer le sein bien haut, bien rond, en forme de pomme, de poire, de tout ce qu'on veut. Par contre, non, le mamelon, qui fait partie intégrante du sein et qui est d'ailleurs juste, rappelons-le, la raison d'être du sein, c'est quand même le fait de nourrir. On est des mammifères, hein. Bien sûr. Un mammifère, c'est je porte une mamelle, voilà, je suis un animal qui va nourrir son petit avec du lait. Donc effectivement, le sein n'a pas d'autre fonction normalement dans la nature que celle-ci, pardon. Mais aujourd'hui, on l'a sorti d'une culture de la sensualité, de la sexualité, de la féminité, alors qu'on peut être défini on peut définir la féminité par 1000 choses, et même sans être
biologiquement une femme. Donc je trouve ça un peu daté et un peu bête qu'on continue à se baser là-dessus. Et effectivement, c'est un revirement en plus assez récent, parce que dans l'histoire des médias, dans les années 80, moi j'ai souvenir quand j'étais petite fille, on voyait les pubs Tahiti Douche, pour pas les citer, les pubs, les trucs de Véronique et Davina qui faisaient le sport, la gym tonique. À la fin de la séquence, il y avait la douche et il y avait toutes les femmes seins nus. Il y avait Bien les sûr, émissions du il y a soir. une sexualisation complète Mais des seins et le fait de vouloir les cacher. c'était pas, je vais pas dire que c'était too much parce qu'on était habitué à ça, donc c'était pas choquant. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, alors pour des raisons de santé, hein, bien sûr aussi, le topless à la plage, c'est quand même beaucoup réduit, mais c'est devenu trop en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un jugement de valeur sur les gens en fonction du fait qu'ils dénudent ou pas leur torse. Ça reste un peu difficile à accepter, difficile à comprendre, sachant qu'il y a quand même beaucoup de commerce qui est fait sur le corps et notamment sur le corps féminin. Donc je pense qu'il faudrait aussi que tout le monde joue le jeu là-dessus et que les réseaux sociaux arrêtent de nous imposer leur vision normative et du corps dans son intégralité. Donc cette censure du téton féminin, au-delà de son aspect purement artistique ou esthétique, ça va beaucoup plus loin, c'est assez politique. Et je pense que c'est à nous toutes et à nous tous, globalement, dans la société, de refuser ces modèles qu'on nous impose, parce qu'il y a une notion aussi de santé publique à montrer ce qu'est un sein bien portant et ce qu'est un sein malade. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a en tête l'image d'un sein porteur d'un cancer, à quoi ça peut ressembler. Et ben, si on montre pas effectivement un mamelon qui va se rétracter ou qui va avoir une petite perte de substance, etc., en fait, on peut passer à côté de ce genre de signes et on ne saura pas qu'on est malade. Donc il y a aussi un danger à continuer à cacher tout ça. Je pense qu'on peut réserver des espaces d'information et utiliser les réseaux sociaux comme le formidable outil de communication qu'ils sont, en étant pas trop faux cul, pardon pour la trivialité du terme, mais voilà, c'est pas parce qu'on cache les choses qu'elles n'existent pas. Et donc je pense qu'il faut vraiment aussi se battre pour qu'on puisse avoir accès aussi à la diversité des corps et les voir représentés tels qu'ils sont. C'est aussi une manière d'accepter son propre corps et sa propre différence. Moi, je montre sur mes réseaux des corps qui ont été malades, des corps de différentes formes, de tailles, différents âges. Je montre des femmes de tous âges, des très jeunes ou des très âgées. Je n'utilise pas trop de filtres, à part de temps en temps un peu de noir et blanc pour le côté un peu artistique, mais je ne filtre rien parce que je pense qu'il n'y a pas plus beau que la réalité. Tu montres la réalité finalement. Exactement. Je pense qu'il faut que les vergetures, ça existe, les grosses veines sur les seins, ça existe, des poils sur les seins, ça existe, des cicatrices, ça existe, des différences de taille, de couleur, de forme. Par contre, dans ces manifestations de différence, il y a aussi des signes pathologiques et il faut savoir les reconnaître. Et c'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir les montrer. Oui, c'est tout le combat finalement féministe sur les réseaux sociaux qui est toujours, qui est shadowban et qui souffre d'un manque de visibilité du fait de l'algorithme du réseau. C'est ça. Alors, je pense que on met beaucoup de choses sur l'algorithme, mais derrière les algorithmes, il y a quand même des humains. Donc, à un moment, je pense que c'est bien les algorithmes, mais c'est bien de se dire non, c'est automatique, ça protège, etc. Je pense qu'il doit pouvoir y avoir une conscience supérieure à tout ça qui devrait aussi pouvoir faire le tri dans ce qui est acceptable ou pas, parce que même si les algorithmes ont l'air de fonctionner, on se voit quand même imposer des choses qu'on ne souhaite pas dans nos fils. Avec maintenant des choses qui vous sont suggérées ou des comptes qui vous sollicitent de manière hyper suggestive, des comptes hyper sexualisés qui s'abonnent à vous ou qui vous sollicitent. Donc
il y a une part de volonté de contrôle, mais il y a aussi une espèce de laxisme sur les contenus qui est assez malsain. Et moi, personnellement, j'ai fait un gros break avec les réseaux sociaux, justement pour ça, parce que je perdais beaucoup d'énergie et de temps à créer du contenu, à faire des choses éducatives, etc. Et je voyais qu'effectivement, ça touchait personne, que ça me faisait perdre du temps matériel et personnel sur des choses qui, du coup, n'arrivaient même pas à leur public. Donc, je pense qu'il faut aussi peut-être qu'on soit force de proposition, et ce genre de podcast est une arme, à mon avis, bien plus intéressante pour informer les gens. Il faut juste prendre le temps, effectivement, de les écouter, parce que l'image, au final, reste parfois vecteur de souffrance, alors que les paroles peuvent être plus explicatives, on a plus le temps, on peut échanger, on a du fond. Mais effectivement, C'est ça. Il y a de la discussion, il y a de l'information qui est parfois plus simple à appréhender que via du visuel. C'est clair, aussi. les mots-clés, c'est super, les hashtags, c'est top, ça permet d'architecturer les réflexions, mais ça remplacera jamais effectivement l'échange. Et pouvoir s'exprimer sur un podcast de plusieurs minutes, ça a quand même plus de sens que de faire une vidéo de 30 secondes sous-titrée avec des images chocs qui vont passer peut-être à des centaines de milliers de personnes ou plusieurs millions de personnes en quelques jours, et puis qui vont disparaître et qui vont s'éteindre aussi vite qu'elles ont été créées. Donc voilà, je pense qu'il faut évoluer aussi dans les contenus auxquels on est confronté. Et puis c'est une démarche peut-être aussi même dans la façon de consommer, plutôt que de cliquer et d'avoir tout de suite les choses sous la main, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de comprendre la culture d'un produit ou son état d'esprit avant de s'engager auprès de lui, et puis peut-être de regretter son achat. Donc je trouve que c'est une évolution saine de la société. Ça se complète en tout cas. Je pense que les deux vivent ensemble, et il y a un côté, oui, en effet, plus en profondeur, qui permet de répondre à plus de questions. J'ai une dernière question à te poser, Alexia, qu'on pose un peu à toutes les personnes qu'on a la chance d'avoir sur le podcast. C'est quoi pour toi l'intimité ? Est-ce que tu as une définition qui te vient en tête sur ce mot ? Ça revêt autant de définitions qu'il peut y avoir de personnes. En fait, on a des degrés d'intimité et d'acceptation de l'intimité qui sont extrêmement variables. Je pense que c'est d'abord une valeur qu'on crée dans son cercle proche, avec très rapidement, quand on est mis au monde, on a une intimité très proche avec ses parents, avec ses géniteurs. Et puis après, cette intimité, on va la développer plus ou moins de manière facilitée ou sincère. Elle peut être naturelle, ou elle peut être forcée. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver auprès des très jeunes enfants, avec beaucoup de précaution, justement dans l'éducation, de pas avoir honte de certaines choses qu'on considère intimes, qu'on a tous des corps qui fonctionnent tous de la même manière, plus ou moins, et que il y a des choses qu'on peut partager sans en avoir honte, et il y a des choses qu'effectivement il faut savoir garder pour soi, pour se protéger. Donc cette définition de l'intimité, je pense qu'elle doit se faire très rapidement dans la vie d'un être humain, pour qu'il n'en souffre pas, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et après, on aura des êtres humains plus à l'aise avec leur intimité, et qui seront moins impactés par cette notion du regard de l'autre. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et donc, j'espère que The Téton Tattoo Shop aura des beaux jours devant lui. Écoute, je l'espère aussi. Un grand merci à vous pour votre écoute, et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nide_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.